جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. Patrimonium. Un voyage au cœur du patrimoine algérien. Ravie et très heureuse de vous retrouver dans votre espace hebdomadaire Patrimonium. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 400 km du chef-lieu Adjé-Centre, dans la ville des Ponts Suspendus. Vous avez certainement deviné de quelle ville il s'agit. Eh bien oui, Constantina, Sirta de son appellation ancienne, l'une des plus anciennes cités du monde et une ville importante dans l'histoire méditerranéenne. Pour parler de l'histoire de Constantine, il n'y a pas mieux qu'un enfant de cette ville d'Algérie. Il s'agit de Abdelmajid Merdassi, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur le patrimoine constantinois. Abdelmajid Merdassi, merci de répondre oui à notre invitation. Constantine, comme toutes les villes d'Algérie, a une histoire ancienne et les sites historiques existants témoignent de la vétusté de cette belle région de l'Est algérien. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir. Quand j'ai l'opportunité de parler de Constantine, j'ai le sentiment que c'est un devoir que je dois accomplir et j'essaie de le faire du mieux possible, dans les limites de ce que je peux savoir. Et bien entendu, la part pour revenir à votre ouverture, je suis certain qu'il y a des collègues de l'université algérienne, que ce soit de Constantine ou d'ailleurs, qui probablement sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de l'histoire ancienne sur le long cours. Moi, tout le monde sait que je me suis plutôt intéressé à l'histoire contemporaine de l'Algérie et de Constantine, mais cela étant dit, j'ai 2 ou 3 idées que je peux vous exposer, bien sûr. C'est-à-dire que Abdelmajid Merdassi, Constantine a connu le passage de différentes civilisations. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, oui. Écoutez, sur la datation de l'histoire d'une très très vieille et très charmante dame, cette ville de Constantine, ce qui la singularise, d'abord, c'est son site. Le site de Constantine est assez atypique en Algérie. Nous n'avons pas de médina ou de ville qui soit construite, élaborée et établie dans les mêmes conditions, parce que Constantine, comme chacun sait, est établi sur un rocher. Voilà. Et c'est un rocher qui est entouré de ravins. Et à l'intérieur du ravin coule l'eau de Rumel. Donc, déjà, cette position est une position très singulière. C'est une position qui a été d'ailleurs relevée par tous ceux qui sont passés par Constantine, c'est notamment durant la période coloniale. Beaucoup de poètes, beaucoup de plumes français sont venus à Constantine et ont exprimé leur sidération par rapport à la position du fait, le mot-clé qui revient, la première impression, pour ne pas parler de la dernière impression, qui est, elle, signée brillamment par le regretté Melkaden, mais la première impression, quand on voit Constantine ou quand on pense Constantine, le mot qui s'accole à la Médina, c'est la citadelle. Al-Qala. C'est la citadelle. Moi, j'ai eu le privilège de lui consacrer un ouvrage sous le titre de la citadelle des vertiges, parce qu'effectivement, c'est une citadelle, et sa position et son environnement naturel, c'est-à-dire la profondeur des ravins, est suffisamment impressionnante pour donner le vertige. Mais pour reparler de la Médina, donc de cette citadelle, en règle générale, il y a une autre expression qui la qualifie en langue arabe, Medine Tel Hawa. Ça a été chanté aussi, Medine Tel Hawa, dans le fameux poème de Ben Jabal al-Bouri, qui a été chanté par tous les grands maîtres des musiques de Constantine. Mais quand on reparle Constantine, Medine Tel Hawa, El Hawa ou El Hawa, c'est pourquoi Medine Tel Hawa, c'est effectivement la citadelle des vertiges, c'est-à-dire du ravin profond.
Medine el-Hawa, le Hawa dans la... Suspendu peut-être? Oui, oui, bon, on va revenir au pont suspendu. Donc, Medine el-Hawa... Pas les ponts, je parle pas des ponts. C'est-à-dire peut-être que Constantine, de par sa construction, est suspendu entre ciel et terre. Absolument, au-dessus du ravin. Donc, je disais Medine el-Hawa, la ville qui est la cité qui est au-dessus du ravin. Oui. Medine el-Hawa, dans la tradition poétique arabe, el Hawa, c'est l'amour. Et enfin, Medine el-Hawa, dans la même tradition poétique et musicale citadine, el Hawa, ce sont les musiques. Donc, Medine el-Hawa, ou el Hawa, ou el Hawa. C'est un peu, c'est pour cela que, bon, Constantine est déjà très, très singulière, et elle a effectivement une personnalité, une histoire marquée par son site. Bon, moi je ne vais pas revenir à toute la liturgie des sièges de Constantine, bon, qui sur le long cours, hein, bon, qui n'a pas établi de siège à Constantine et qui n'a pas échoué à pénétrer dans la Médina. Donc, cela dit, comme vous le releviez dans votre propos tout à l'heure, Constantine a été un réceptacle de flux humains divers sur différentes séquences de son histoire. Constantine a été à l'origine, Constantine a d'abord été amazir, c'était la population originelle. Bon, ce sont les Amazigènes, pas forcément avec les connotations modernes d'aujourd'hui, mais comment dire, l'identification ethnique, c'était des Amazirs. Ensuite, Constantine a connu une période phénicienne dont on garde encore les traces. Il y a encore des fouilles, et des fois par hasard on découvre, au hasard d'un chantier, on découvre des traces de la présence phénicienne à Constantine, qui montrent que Constantine, était ouverte, y compris par le biais des ports qui sont dans la proximité, le Kolos, Skikda, et tout. Était aussi donc dans la proximité, dans l'ouverture sur le monde méditerranéen, parce que la présence phénicienne en atteste. L'autre séquence qui est très marquante de l'histoire de Constantine, c'est bien entendu la séquence romaine. La séquence romaine, il faut bien entendre que ce qui fonde Constantine et qui reste dans la mémoire collective avant la présence romaine, c'est bien entendu l'identité numide de Constantine. Constantine, comme vous le savez, a été la capitale de la Numidie, c'est-à-dire, en gros, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb ou l'Afrique du Nord. Et ensuite, il y a eu la séquence romaine qui a laissé des traces en termes de sites, en termes de monuments. Et l'un des sites les plus importants qui est intégré à l'histoire de Constantine, c'est le site de Tidis, qui a été découvert et réévalué dans les années 30. Du côté du Khroub, nous avons le mausolée, bien entendu, de Massinissa, qui est un marqueur de la mémoire collective algérienne, pas simplement locale. Massinissa est une référence, aujourd'hui on le sait, c'est une référence identitaire algérienne. Et je vous promets que la population du Khroub, et notamment, je veux citer à titre d'exemple, le professeur Aberkan, qui a été à la tête de la mairie de Khroub à 2 reprises, est quelqu'un de très attaché et très vigilant sur la préservation et la sauvegarde du mausolée de Massinissa. Donc il y a eu cette période romaine, et dans ces séquences-là, il y a des aspects qui sont un peu méconnus aujourd'hui, parce qu'en fait on en parle moins, parce qu'il y a... il faut être vraiment dans l'expertise académique. C'est la période chrétienne. Et dans la période chrétienne, il y a eu la grande affaire de la dissidence des donatistes, qui a été une dissidence violente. Donc il y a eu des affrontements armés, et Constantine en a été aussi le théâtre. Mais, comment dire, Constantine s'est reconstruite, ou s'est effectivement construite, à l'ombre de l'islam et des valeurs de l'islam. Donc, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, on va trouver des grandes figures de l'islam maghrébin qui sont partis de Constantine. Je ne parle pas spécialement du temps moderne avec Cheikh Abdelhamid, mais je parle de séquences plus anciennes avec les Abdelmoumen, Abdelkrim Ben Cheikh Lebgoun, et d'autres figures importantes qui sont des exégètes de l'islam et qui ont joué un rôle important dans l'ancrage des valeurs de l'islam dans la profondeur de la société citadine constantinoise.
Et ensuite, bon, il y a eu, bon, on a fait une séquence plus proche de nous, plus moderne, c'est la séquence de la colonisation sur laquelle il faut effectivement revenir. Et revenir pour lever un peu des malentendus ou des équivoques. Pour les Constantinois, quand on dit Constantine ou Casantena, on vise d'abord et principalement la Médina. Médina al-Asliya. Bon. Donc, quand quelqu'un vient me dire... On peut appeler la Médina la vieille Médina. Non, mais justement, même sur moi, je me rappelle, j'avais donné un exercice à mes étudiants, il y a très très longtemps de ça, sur justement, est-ce qu'on peut parler de vieille, est-ce que si on veut, la temporalité chronologique, c'est-à-dire définir, c'est les structures urbaines, parce que, par exemple, quand vous voyez Constantine, moi je fais du terrain avec mes étudiants, notamment en anthropologie urbaine, pour leur faire des analyses comparatives de ce qu'on appelle la centralité urbaine. Je les amène bien entendu à ce qu'on appelle nous Bab el-Oued. Bon, dans la tradition et dans la toponymie constantinoise, Bab el-Oued, c'est le centre. Bon, et qui est dans la toponymie coloniale, ça s'appelle la place de la Brèche, parce que c'est par cette brèche-là que les fantassins français ont attaqué la Médina et ont contribué à la prise et à la chute de la Médina constantinoise. Donc, je leur parle d'abord de la temporalité, ou de la centralité, urbaine coloniale. C'est quoi la centralité urbaine? Ça veut dire que c'est là où il y a les institutions de pouvoir. Vous avez Bab el-Oued, vous connaissez, vous avez été là, vous êtes passé par cette place-là. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui entoure Bab el-Oued? Vous avez la préfecture de Constantine, on parle du temps de la colonisation. Oui. Vous avez la préfecture qui est le centre éminent de l'autorité politique française. Juste à côté, vous avez la mairie de Constantine qui est aussi un centre de décision politique. En face, en contrebas, juste en face de la mairie et de la préfecture, vous avez le tribunal de Constantine qui est un instrument de pouvoir. En face du tribunal de Constantine, vous avez la grande poste constantinoise. Les télécoms sont aussi un instrument de pouvoir, faut-il le rappeler. En contrebas, vous avez la maison du syndicat et vous avez la maison de l'agriculture. Et juste en face, vous avez le théâtre municipal de Constantine. Toutes ces institutions-là, bon, formalisent la centralité urbaine coloniale. Quand vous voyez par exemple, bon, la ville de Constantine, là on va parler de la ville européenne qui a été édifiée à partir de 1844. Au départ, ce sont des constructions pas anarchiques, mais un peu un habitat spontané. Chacun construisait selon ses origines. Et là, par exemple, on a une séquence qui est méconnue encore aujourd'hui de beaucoup de mes amis constantinois. Il y a eu une séquence napolitaine. Donc les gens construisaient selon leur tradition et tout. Et ensuite, le pouvoir central colonial a décidé de normaliser l'urbanisme. Bon, et à partir de là, il y a eu les grandes avenues, les grandes rues, les grandes artères, tout était tracé comme ça. Donc, bon, ce consensus-là commence à se construire à partir de 1844, il va s'étendre sur l'ouest de la ville jusque sur les hauteurs de Bellevue, en passant par le quartier qu'on appelle le quartier de Saint-Jean. Et en interface, bon, on a la Médina. Je repose avec mes étudiants les mêmes questions. Comment penser la centralité citadine pour l'opposer à la centralité urbaine coloniale? Ben, comment est construite Constantine? La Médina. Il y a un centre qui est effectivement le centre du pouvoir, c'est-à-dire le palais du Bey. Et juste en contrebas, vous êtes passé devant, vous avez la mosquée Hassan Bey. Derrière, bon, et on revient un peu à les périodes ottomanes, vous avez la Kasbah, c'est-à-dire le fortin militaire. Et ensuite, vous avez une construction, c'est concentrique, c'est ça la Médina. Vous avez donc des activités, bon, qui sont positionnées de manière circoncentrique. De l'activité qui est considérée la plus noble jusqu'à l'activité qui est considérée comme la plus commune. Donc les activités nobles, ce sont des activités artisanales. Dans les activités artisanales, c'est l'artisanat de la bijouterie, de l'or et ainsi de suite, par gradation. Voilà. Majid, vous avez parlé de la Kasbah. Est-ce que, pour juste enlever l'ambiguïté, pour nos amis auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous aujourd'hui à Constantine, est-ce que la Kasbah c'est Souira? Est-ce que c'est la Souira?
Bah, bonne question, parce que quand je disais le Qasba, quand on dit le Qasba, c'est par exemple, vous me dites, mais j'ai donné le Qasba. Je vous amène au fortin militaire. Oui. Je vous amène pas Souiqa. Si vous me dites, Noroh al-Medina, je vous amène Souiqa, bon, Zelaïqa, bon, c'est des idées, Sarah Batchouf, c'est des Bouhannaba. C'est ça, la Médina. Pour revenir, puisque vous prenez le cas de Souiqa, bon, en fait, du fait de la colonisation, avant la centralité citadine, c'était Bab el-Jabir. Bab el-Jabir qui est un peu surélevé par rapport à Souiqa. Et ensuite, bon, Bab el-Jabir, de fait de l'histoire, bon, du fait des flux de population, du fait de la perte de pouvoir des grandes familles qui étaient, bon, liées à cet espace-là, Souiqa est redevenu un peu, bon, le centre névralgique de l'identité constantinoise. Peut-on comparer Souiqa, par exemple, si on doit, juste pour éclairer à nos amis auditeurs, comparer la Souiqa au vieux Derb de Tlemcen, par exemple? Ouais, non, mais ben, on va dire, il y a, Constantine, nous avons Derb Ben Sherif, qui est bon, bon, mitoyen de Srif, qui ouvre sur, bon. C'est à peu près pareil. Pour répondre précisément à votre question. Oui. Quand on rencontre on a eu ce privilège, il faut bien le dire, de rencontrer de vieilles personnes, mieux préparées que nous, on dit, bon, qui avaient une mémoire plus importante que la nôtre, on était tout jeune. On discutait, par exemple, moi je discutais avec, Hazliman Beljoudi Rabbi Rahma, qui était le président du CSC, un grand club de Constantine. Tout à fait. Hazliman, lui, m'a mentionné la rue Bedo, Souiqa. Mais j'ai d'autres amis qui disent, Ana zit fi kouch ziyat, daiman Souiqa. Quand moi, chaque fois que je reçois des amis, on circule, je leur dis, regardez, ne regardez pas Souiqa avec les lunettes urbanistiques européennes. La rue Périgueux. Et en fait, voilà la structure de Souiqa. Vous traversez, je veux dire, un très long périphérique et il y a au moins une cinquantaine de bifurcations, de petites ruelles qui ont chacune a une très forte identité. En fait, c'est une structure urbaine très originale. C'est une structure de ville. C'est pas une structure de rue ou d'avenue. Bon, vous avez, bon, effectivement, tout le parcours qui traverse du pont Sidéras jusqu'au Châte, bon. Mais regardez bien les ruelles, les petites ruelles qui bifurquent, qui serpentent et tout, juste au-dessus du ravin. Oui. Donc c'est une médina, c'est pas une rue. Voilà. Donc la France disait rue Périgueux, c'était son choix. Nous disons Souiqa avec tout bon Zelaïqa, on va نخرجوا نروحوا البطحة, نروحوا سيدي بوعنابة, نروحوا كنكزن قدس الطبابة, نروحوا tout ça c'est le tissu citadin. Voilà. Et bon, bien entendu, vous comprendrez qu'on puisse y être attaché. Donc, on parlait de la séquence coloniale. Bon, comme chacun sait, bon, le siège de Constantine a duré. Il y a eu 2 sièges importants. Il y a eu le siège de 1836 qui avait échoué. Ensuite, il y a eu le siège de 1837 et il y a eu la chute, bon, de la Médina après une résistance extrêmement puissante des Constantinois. Donc, au départ, il n'y avait pas à proprement parler un projet, bon, d'implantation humaine. Bon, l'armée française a occupé les hauteurs de la Médina du côté de ce qu'on appelle Mustah al-Mansoura, le plateau du Mansoura, parce que c'est un plateau surélevé. Et les terres appartenaient au Benchir et au Benchir Lebgoun. Bon, nous avons les relevés topographiques de l'armée française de 1848-1850 à peu près, quand la France a commencé à s'installer, à installer son armée. Le premier réflexe colonial, là encore beaucoup de gens l'ignorent à Constantine, le premier réflexe colonial c'était quoi? C'était pas de construire une ville et tout, c'était une colonisation agraire, c'est-à-dire de répartir des lots de terrain à des colons pour une activité agricole. Est-ce que vous imaginez cela à Constantine? Bon. Et ensuite, petit à petit, parce qu'il y a eu, comme dirait, il y a eu des établissements humains liés à l'armée française, c'est-à-dire qu'il y a eu des soldats, il y a eu la logistique qui accompagnait l'occupation, donc une petite administration de fil en aiguille. Comme dire, c'est imposé l'idée de mettre en place un cadre urbain pour la vie quotidienne et pour l'ensemble des fonctions de pouvoir liées à la présence française à Constantine. Et là, donc, il y a eu la décision en 1844 de construire une nouvelle ville. Et là, nous avons la deuxième séquence de l'histoire urbaine de Constantine, c'est la séquence coloniale.
séquence coloniale est entamée à partir de 1844, comme dit, avec la décision politique de construction de la nouvelle ville européenne. Ensuite, par tranche, par extension et tout. On va dire, ça va aller jusqu'à 1958, avec le plan de Constantine du général de Gaulle, qui avait projeté donc de construire en direction de l'ouest, de la sortie ouest de la ville, du bâtiment de loyer modéré des HLM, à l'intention des Algériens, et cela dans le cadre de son plan, c'est-à-dire intégrer les Algériens, scolariser les Algériens, donner des postes de fonctionnaires aux Algériens pour régler les problèmes, c'est-à-dire pour liquider éventuellement la stature du FLN au sein de l'opinion algérienne. Bon, c'était encore ça le plan de Constantine. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que après l'indépendance, ce sont les autorités nationales algériennes qui ont parachevé les constructions liées au plan de Constantine. Et là, quand vous partez à Constantine, vous avez ce qu'on appelle le SILOC. C'est ces constructions des grands bâtiments et tout. C'est un peu le terme de la présence urbaine coloniale. Ensuite, au-delà, nous rentrons dans une troisième séquence de l'histoire urbaine de Constantine. C'est l'extension de l'urbanisation de la ville de la Médina vers, d'une part l'ouest, vers les hauts plateaux de Aïl Bey. Cette troisième séquence, qui a été jusqu'à pratiquement ce qu'on appelle nous Talq Staïf et tout, la sortie ouest de la ville de Constantine. Il y a de nouvelles cités qui ont été construites. Et il y a eu beaucoup de travaux de recherche sur l'urbanisme de Constantine. Il y a eu les travaux de Bneder, il y a eu les travaux de bureaux spécialisés on en a tenu compte plus ou moins. Et la dernière séquence, c'est la dernière séquence de l'urbanisation de Constantine, c'est ce qu'on appelle les nouvelles villes. Et notamment la nouvelle ville à Ali Benjili, qui est censée résorber les problèmes de bidonville, d'habitat précaire et tout, voilà. Très bien. Tout à l'heure, on discutait, Abdelmajid, vous m'avez dit que quand vous allez sur la rue Belmehdi, on a l'impression que Constantine est coupée en deux. Oui. Chose qu'on remarque aussi à Sidi Bel Abbas. Oui. Nous avons deux rives qui se distinguent. Donc nous avons le côté, ce qu'on appelle donc le côté européen, la cité européenne, et donc le Gherb. Et donc à Constantine, est-ce que c'est pareil qu'à Sidi Bel Abbas ou c'est différent? Pourquoi c'est coupé en deux? Non, mais la différence de Constantine, il n'y a pas, par exemple, dans d'autres centres urbains algériens, il y a eu ce qu'on a appelé les villages nègres. C'est-à-dire là, c'est des concentrations de populations indigènes, comme disaient les colons à l'époque. Constantine, c'est la Médina. La première, projection urbaine de la colonisation, quand ils ont commencé à ériger la ville en direction de l'ouest, en direction de l'est du pays, de la ville, ils ont construit une transversale qui coupe la Médina en deux. Ils ont appelé ça la rue nationale. Et ensuite, la rue Clémenceau, qui va de Bab el-Oued, qui disait au moins la place de la Bresse, jusqu'à la tête de pont d'El Qantara, qui est un pont historique à Constantine, qui existait, qui a été restauré par Salah Bey et tout. Donc, de Bab el-Oued jusqu'à Bab el Qantara. Donc, il y a une immense rue, qui a été ensuite, c'est une rue florissante, une rue commerçante, avec beaucoup de commerce, notamment de commerce algérien, mais aussi d'établissements français, des imprimeries, un grand journal, le journal de Constantine de la colonisation, était installé aussi dans la rue Clémenceau. Mais quand on regarde la Médina, quand on a une levée topographique de l'ensemble, on se rend compte que c'est un plan de coupe. La Médina a été coupée en deux, avec donc une rive, avec Souéra, mais ça reste avec la même, les mêmes caractéristiques, mais simplement il y a eu cette pénétration, vraiment c'est une pénétration dans le tissu citadin, avec les normes, les valeurs, les lumières de la colonisation, voilà. بسمطينا اللي فيك تربينا بسمطينا لك ناظر البيات ولك ناطر تاريخ عليها يا هضر بسمطينا تاريخ عليها
التسويقة بعيوني حبها واش تسألوني اقسم طينة حبها واش تسألوني اقسم طينة On continue à travers le patrimoine de la région de Constantine qui est très riche. Hein. C'est un puits et on creuse à chaque fois, on fait sortir des choses. Et là, on va se diriger vers le patrimoine religieux qui n'est pas en reste dans la région de Constantine. Déjà, à commencer par le Madrasa al-Ktania, qui est une madrasa très ancienne et très importante à Constantine. D'abord, j'avais évoqué très rapidement l'importance de l'islam dans l'histoire, la culture, la civilisation qui traverse la Médina constantinoise, et il y a eu des grandes figures. Des grandes figures qui sont comment dire, des fuqaha, des imams, des exégètes. Il y a eu des grandes familles qui ont porté l'islam, qui ont porté les valeurs de l'islam, notamment Hamid Ben Badis, oui, je parle de ça, bon, ça fait avant même la colonisation. Donc, on a au moins deux, trois grandes figures. Donc, celle qui est la plus proche dans la mémoire, c'est Cheikh Abdelkrim Ben Cheikh Lefgoun. Je peux aussi citer d'autres. Bon, j'ai pas envie de citer la famille Medassi, mais il était pas trop loin de ça aussi. Et bon, donc il y a eu des grandes figures et l'islam a été un facteur de comment dire de renforcement de l'identité constantinoise. Et en plus de cela, à un point tel que la colonisation ne s'y est pas trompée. Bon, là, dans ce modeste ouvrage que là, vous avez sous les yeux, la Constantine des 1001 ans, je rappelle à la mémoire le nom de plus d'une dizaine de mosquées constantinoises, c'est des petites mosquées, donc, qui ont été rasées par la colonisation. Par exemple, vous arrivez à Constantine, vous avez des amis, moi j'habite, moi par exemple, mes grands-parents, mes amis, habitaient ces églises. Bon, il a fallu que je fasse des recherches. Moi, j'ai tout dur jusqu'au jour où j'ai commencé à fouiner pour l'écriture de cet ouvrage-là. Et je découvre que, en fait, l'école où mon père a été, parmi les premiers jeunes constantinois à scolariser dans une école publique française, l'école Jules Ferry, qui est une référence absolue. Toutes les élites, bilingues, médersiens, sont sortis de l'école Jules Ferry. C'est des idées, c'est des idées. Et bon, quand j'ai commencé à chercher et tout, j'ai découvert que, en fait, c'était Monsieur Sidi Mohamed El-Jalis qui a été détruit, et l'autorité coloniale a construit sur le site
cette fameuse école Jules Ferry ouverte aux indigènes. Bon. Mais il n'y a pas que cette mosquée qui a été détruite, la mosquée Sidi Affani. Bon, il y a énormément de choses. C'est cité dans l'ouvrage, je ne les ai pas tous en tête. Et donc, la colonisation, effectivement, s'est attaquée frontalement au lieu de culte de l'islam. Mais je vais revenir quand même à Al-Qtaniya, parce qu'Al-Qtaniya, bon, qui date de Bey Salah, qui était en haut lieu et tout. Et ensuite, bah, effectivement, le site, qui a été rénové, sous l'ère de Salah Bey, qui était un bey dans l'histoire, au-delà des aspects politiques, militaires et tout. Salah Bey est considéré comme une manière de grand urbaniste. Bon, il a rénové, bon, il a restauré, il a construit. Bon, donc c'est quelqu'un qui a modifié quelque part le visage de la Médina. Et en fait, pour les Constantinois, il reste dans l'histoire aussi pour ça. Bon, mais pour revenir à Al-Qtaniya, quand vous dites Al-Qtaniya, c'est pas le Messie de Sidi Mohamed, c'est Al-Qtaniya. Al-Qtaniya, c'est une institution qui date de la période coloniale. Et je vais aussi vous dire très rapidement, puisqu'on parle de ces aspects-là patrimoniaux. En 1930, donc Cheikh Abdelhamid Rabbi Ahmed a pris l'initiative de porter un projet de création d'une association, Jamaït At-Tarbiya wa Ta'lim, l'association pour l'éducation et l'instruction. Bon. Donc cette association a reçu l'agrément des autorités coloniales et a commencé à exercer à partir de 1930. C'est quoi? Enfin, c'est une école. C'est une école, c'est une école mixte où on enseignait, les rudiments de la langue arabe. On enseignait aussi, bien sûr, les éléments de la culture religieuse, mais on enseignait aussi la langue française. Cette association est la première configuration d'une école algérienne, ça il faut le dire, pour l'histoire c'est ainsi. Et la cheville ouvrière de cette association, c'était Cheikh Ahmed Bouchmel, qui est un proche de Cheikh Abdelhamid. Et on va dire en quelques années, cette association va diffuser à travers tout le département de Constantine. Elle a dit que, j'avais fait un travail sur cette association. Jamaït Tarbiya wa Ta'lim a émis et a créé 43 sections. Ça veut dire 43 écoles. Y compris dans les montagnes de l'Est algérien. Y compris dans les montagnes, c'est important. Et avec tout ce que cela charrie comme valeur, par exemple, la section est tenue par la réglementation de tenir des assemblées générales statutaires, de présenter des bilans, de procéder au renouvellement du bureau qui dirige l'association. Mais ce que vous imaginez, dans les années 30, en plein cœur de la montagne algérienne, du côté de l'Est, ou je ne sais pas, du côté de Gigel, ou je ne sais pas, Moudel Milia et tout, des gens qui tiennent l'assemblée générale pour renouveler un bureau et pour l'animation de la section de l'école de Tarbiya wa Ta'lim. Et c'est important parce que quand Tarbiya wa Ta'lim a commencé réellement à étendre vraiment son influence dans la profondeur de la société, les autorités coloniales y ont vu un risque sérieux et ils ont décidé de créer, par leur soin même, une association du même ordre, mais qui soit en interface. Ils ont créé Jamaït Selem. Jamaït Selem, c'est un peu le Jamaïa qui, du point de vue de l'autorité coloniale, devait concurrencer le Tarbiya wa Ta'lim. Le Tarbiya wa Ta'lim, a créé par la suite un institut supérieur, Mahed Ben Badis, pour accueillir les élèves qui étaient candidats à un diplôme plus élevé dans la formation donc professionnelle et intellectuelle. Mahed Ben Badis est une institution absolument importante dans l'histoire intellectuelle, et notamment par le biais de l'association des ulémas qui ont pris en charge l'enseignement des jeunes algériens. Et l'interface de Mahed Ben Badis, c'est-à-dire l'institution supérieure qui devait contrer Mahed Ben Badis, c'est la charmante Al-Qtaniya dont vous parliez tout à l'heure.
Allez, on continue toujours dans le patrimoine culturel, on va dire comme ça, et aussi que Constantine est connu par ses Awliya Allah Salihin, donc les darih des Awliya Allah Salihin, Sidi Rachid, Sidi Msid, Dal-Ousfan, etc. Oui, oui. Mais il y a, bon, tous ces saints, tous les 100 ans de Constantine, bon, Sidi Abdelmoumen, bon, Sidi Rachid, Sidi Jlis. Ils ont joué un rôle dans la vie. Et pour rester dans les marqueurs, hein, là, vous avez traversé assurément Arba'in Sharif. Arba'in Sharif, bon, faites attention, quand vous levez les yeux, vous avez encore une vieille bâtisse un peu décrépite, mais elle est toujours là. Et lisez l'inscription, imprimerie islamique. Cette imprimerie-là, elle a été fondée en avril 1925 par 4 figures de l'islam constantinois, bon, donc Cheikh Abdelhamid, Cheikh Ahmed Bouchmel que j'ai évoqué, Cheikh Mahmoud Sahraoui et Cheikh Zouaï Belgissi. Donc, ils ont créé cette imprimerie qui a été comment dire, l'espace d'accueil de beaucoup d'associations musulmanes, parce que ça, on y viendra, il faut parler des associations musulmanes qui ont, comme dirait, qui ont commencé à s'étendre à partir dans les années 30, dans la décennie 30, de manière extraordinaire. Mais vous êtes là, Arba'in Sharif, bon, rue Alexis Lambert, dans la toponymie française, Arba'in Sharif, comme on dit à Constantine. Vous avez des escaliers qui descendent vers la rue nationale, donc maintenant vers la rue Ben Midi, et en gros, on va dire à 300 mètres, vous avez la Mahakma. La Mahakma malikite, bon, qui était la grande Mahakma des musulmans de Constantine et de l'Est algérien, donc bon, qui recevait, bon, qui s'occupait des mariages, des divorces, des fraïdes et tout. Moi, bon, parmi les modestes privilèges dont je me revendique, c'est le fait d'avoir grandi sur le seuil de cette mahakma, puisque mon père était jurisconsulte musulman dans cette mahakma-là, jusqu'à être le dernier cadet de la Médina. Donc, on était gamins, mais Arba'in Sharif, avec l'imprimerie, avec le mahakma, avec Tarbiya ou Tchalim, dont le siège était là-bas, même quand on était gamin, on n'était pas conscient, on savait que c'était la matrice de l'identité. Arba'in Sharif, c'est pas compliqué. Vous avez la rue nationale, vous êtes dans l'ordre colonial, vous remontez les escaliers, vous êtes Arba'in Sharif, vous êtes dans l'espace matriciel algérien. Voilà. Bon, nous on a vécu ça comme ça. Bon, ça reste, ça marque, bien entendu. Majid Merdassi, le discours avec vous est très passionnant et on apprend énormément sur la ville de Constantine ou la région de Constantine d'une manière générale. Et on va continuer justement par un point qui est... Juste sur vous avez posé une question sur sur l'ancrage religieux de la Médina. Cet ancrage-là s'est exprimé pendant très longtemps par le biais des confréries musulmanes, de Turuq. Ah oui, à Constantine, à un moment, on avait compté, bon, j'ai pas tout en mémoire, mais je peux citer, bon, peut-être que j'oublierai on avait une dizaine de Zawahir. Non, donc on avait Rahmaniya qui, elle, est la dernière des confréries encore en place à Constantine. Les autres, malheureusement, ont disparu. On a donc Rahmaniya, on a Tijaniya, on a Ammariya, on a l'Aïsawiya, on a le Qadriya, on a Taïbiya, on a Hansala. J'en oublie sûrement. Mais est-ce que toutes les familles à Constantine étaient rattachées à notre confrérie? Toutes les familles à Constantine. Et l'initiation des enfants se faisait dans le cadre de la Zawiya. L'apprentissage du Coran, l'apprentissage des rites d'appartenance à la confrérie. Les confréries ont été, une institution absolument essentielle dans l'histoire culturelle de la ville de Constantine. Et j'en profite pour faire une mise au point qui est probablement nécessaire pour nos amis auditeurs sur l'association des ulémas musulmans algériens, qui a été créée, comme beaucoup le savent, en 1931. Alors, en gros, dans la représentation que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire par les médias, c'est l'image d'une confrontation brutale entre Turuq et l'Islah. Il faut que les Algériens sachent que en 1931,
ici à Alger, Nadi Taraq et le Cercle du Progrès, où a été créée l'association des ulémas musulmans. Les fondateurs de l'association, ce sont d'une part les représentants de ce qu'on appelle Islah, Mahdawiyin, yani Cheikh Abdelhamid, Cheikh Al-Akhbi, Cheikh Ibrahimi, Cheikh Mbarak, Miri, bon et tout. Et de l'autre côté, Shuyukh Khanta Turq. Donc c'est une comment dire, connexion entre les grandes figures de l'islam, que ce soit l'islam confrérique, que ce soit l'islam de l'islah, de la réforme. Jusqu'en 1934, quand il y a eu la rupture entre l'islah et les confréries, et à cette période-là, la France, bien entendu, a sauté sur l'occasion, a utilisé cette fracture pour mettre en place une association comme de rivale à l'association des ulémas, que les Algériens ne connaissent pas parce qu'ils n'ont plus en mémoire. C'est l'association de la Sunna algérienne, Ahl Sunna, qui est regroupée Shuyukh Turuq. Maintenant, bien sûr, on a beaucoup glosé sur le shahwada, le charlatanisme, tout pareil, et on a prêté à Cheikh Abdelhamid beaucoup de propos, de positions. Il faut revenir à ce qu'a écrit Abdelhamid Ben Badis sur cela. Les Constantinois savent, que Abdelhamid Ben Badis a revisé le Hizb al-Rahmaniyya, c'est-à-dire qu'il a relié le texte fondateur de la Zawiya. Mais plus que ça, nous avons les documents de l'époque. Quand les Shuyukh Zawiya Rahmaniyya ont lancé un appel aux musulmans pour la restauration des Tarmim Zawiya, Cheikh Abdelhamid Ben Badis y a été de son pécule. Et nous avons la liste des donateurs, parce qu'elle a été établie par la police française. Là, je peux vous donner un scoop. Abdelhamid Ben Badis a donné 20 francs. Et à l'époque, c'était important. Pour la restauration de la Zawiya Rahmaniyya de Constantine. C'est pour ça qu'il faut toujours aller dans la complexité, sortir un peu de la simplification. Allez, on termine en beauté avec un point connu de Constantine. On dit souvent que Constantine, c'est la ville des ponts suspendus. Et puis, Constantine, c'est magnifique, les ponts de Constantine. Alors, revenons sur Bon, sans les ravins. Le Jurso Oriani n'aurait pas de fonction. Donc, il y a une histoire des ponts de Constantine, et cette histoire des ponts de Constantine est liée à une personnalité sulfureuse. C'est Émile Morino. Émile Morino est le maire de Constantine, élu, plébiscité, de 1900 à 1935. Et Émile Morino est un militant antisémite déclaré. Il faisait toutes ses campagnes électorales contre les juifs et le judaïsme. C'était déclaré, c'était pas... Il a fini d'ailleurs secrétaire d'État à l'instruction dans le gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain. Au-delà de ces aspects, Émile Morino est c'est le baron Haussmann de Constantine. C'est lui qui a construit, en fait, le Constantine colonial européen que vous avez visité. Les écoles, c'est Émile Morino, le casino, c'est Émile Morino, et les ponts, c'est Émile Morino. Les ponts de Constantine, Sidi Msid, Chartres, ont été réceptionnés en avril 1912. Et la belle histoire, c'est l'histoire du pont de Sidi Rachid, qui est un pont de pierre, et qui pendant très longtemps était le plus haut pont de pierre du monde. C'est quoi cette histoire? Sidi Rachid surplombe Souiqa, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc, Émile Morino a fait appel à des grands bureaux d'études algérois, des ingénieurs, et chaque fois qu'il soumettait un plan de construction du pont, il disait non. Et au moment, le grand patron des bureaux d'études est venu à Constantine et a demandé au il dit, monsieur le maire, vous avez retoqué tous mes projets, pourquoi? Il lui dit, pour une raison simple. Tous vos projets font en sorte que le passant sur le pont peut jeter un œil sur l'intimité des musulmans de la Souiqa. Et ça, c'est pas possible. C'est pas permis. Donc, le pont a été construit, mais voilà, en gros, le pont de Sidéras, qui a une vertu identitaire, d'autant plus que quand on a le pont, et en bas du pont, on a le mausolée de Sidéras. Donc, Sidi Msid, effectivement, pont suspendu, c'est impressionnant, sur le ravin, et on a le pont de la Charte, comme on dit, Gentar Charte à Constantine, qui, quand on sort de Souiqa, c'est au carrefour de Souiqa et de la rue Ben Mhili maintenant. Et la particularité de Gentar Charte, c'est qu'elle vibre. Même quand il n'y a pas de vent, il y a des vibrations. Donc ça fait des sensations un peu particulières. Mais pour clore ce chapitre, ce type de sensation,
il faut aller à Constantine pour les ressentir. Voilà. Merci beaucoup Abdelmajid Mardassi d'avoir partagé avec nous et nos amis auditeurs de Radio Chaîne 3 votre passion et votre amour à cette très belle région de l'Algérie qu'est Constantine. Merci de votre visite et merci du travail que vous faites. Effectivement, nous avons besoin de connaître notre pays. Comment dire, moi sur un autre registre et ailleurs qu'ici, quand j'évoque ces aspects-là, je dis toujours il faut que nous puissions susciter, notamment auprès des plus jeunes Algériens, un désir de territoire. En disant, par exemple, Tissemsit ne m'appartient pas simplement parce que c'est une carte géographique, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de l'histoire, il y a des passions, il y a de la poésie, il y a de la littérature, il y a de la musique, il y a tout cela. Il faut qu'on suscite un désir d'histoire et un désir d'appartenance. Constantine appartient à tous les Algériens. Et effectivement, c'est ça qui fait que Constantine peut apporter ses contributions à la culture, à la civilisation et à l'épanouissement de notre pays. Voilà. Ce spécial Constantine Histoire ancienne est fini. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité. Merci à mon invité aujourd'hui, Abdelmajid Mardassi, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'histoire de Constantine. Un grand merci à Amin Fedala, réalisateur de l'émission. Au plaisir de vous retrouver via le net Patrimonium pour vos propositions et critiques ou bien sur le site de la radio algérienne www.radioalgérie.dz/chaîne 3 et sur Twitter #Patrimonium. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur cette antenne pour la suite de Constantine, cette fois-ci us et coutumes constantinoises. À très bientôt. Salam. رحبت الصوف قلبي مجروح سيدي بزار قول له روح الرصيف والجزارين الله رحبت الصوف يا اخواني سيد الجليس نفجي غرامي جلسة بكلام ومعاني فوق العصر حبيب المسكين الله والملوك المنصورة
البيضاء رانا نحبوك ولاد الخضراء معروفين الله بنادم شيخ الملوك رحتي والعين تشوف والله عليك حزن وخوف الفرقاني فالجوق حنين الله تزيد البطحاء عند القوفلة في السطحاء اكتب لهنا والراحة موعدهم الفنانين الله التربيعة القعدة أبو ترويش ميعة لا تايبة بتنعني عاها الحشيشية يا سمعين فريشة والغابة سيدي ميمون من وحشهم راني ممحون ما بقاش